Bonsoir mes oiseaux de nuit, merci d'être à l'écoute de ce 8e numéro de l'Œil de la Nuit, émission dans laquelle notre invité vous ouvre les portes de son monde intime. Vous découvrirez ce qui l'inspire, comment il travaille et ce qui l'a poussé à se lancer dans la création, l'innovation ou l'entrepreneuriat. Alors que le Centre Pompidou se prépare à faire plier bagage à toutes ces toiles de maître de l'art moderne et contemporain pour plusieurs années de travaux de rénovation, je reçois ce soir un artiste très contemporain et très local puisqu'il crée en ce moment à Montreuil. Il s'appelle Vicente Occhionero, qui signifie en italien l'œil noir, et c'est avec d'autant plus de plaisir que je le reçois dans l'Œil de la Nuit. Il est dessinateur, artiste peintre, sound artiste, tatoueur et poète, rien que ça. Vicente Occhio, de son nom d'artiste, est italo-argentin. Il est né à Mendoza en Argentine en 82. Bien qu'il ait fait ses études à l'Université nationale de Cuyo, au milieu des majestueuses montagnes des Andes, une grande partie de son apprentissage s'est faite et se fait encore de manière autodidacte. Après avoir passé quelques années à Buenos Aires, il s'est impliqué activement dans la scène musicale indépendante. Il retourne dans la province de Mendoza avant d'entreprendre un voyage en Europe. Il a passé quelques années à vivre et à travailler dans différents endroits en Italie et s'est finalement installé à Montreuil où il vit et travaille en tant qu'artiste depuis plus de 8 ans. Vicente travaille principalement avec la peinture et le dessin. Dès son plus jeune âge, il a été influencé par l'expressionnisme, le néo-expressionnisme, le surréalisme, les bandes dessinées argentines des années 70 et l'art outsider. Au fil des années, il a développé un processus de travail très personnel et intense dans lequel la peinture, le dessin et la musique électronique coexistent pour donner vie à une œuvre aux ancrages philosophiques et psychologiques profonds, à travers laquelle l'artiste cherche à s'immerger dans une exploration de la psyché humaine. Bonsoir Vicente. Claire, bonsoir, merci. Alors après cette introduction en bonne et due forme, on commence la première partie de l'interview. Où on s'intéresse comme toujours au processus de création de notre invité. Et tu parles, Vicente, dans la bio que je viens de citer, d'un apprentissage autodidacte. Est-ce que tu peux nous dire quelles études tu as fait pour tout ce que tu fais aujourd'hui et comment tu poursuis ton apprentissage au quotidien? Basiquement, j'ai fait l'école à l'Université d'Art en Mendoza, Argentina, mais j'ai quitté ça après 1 an. Mais j'ai continué mon formation de façon autodidacte. Mais surtout, c'est la poésie, le cinéma, les artistes, les personnes, les rencontres dans les bars, dans les quartiers, dans la nuit. Surtout les personnes. Oui, c'est ce qui nourries. Tu t'inspires du quotidien et des rencontres. Ouais. Ton art prend de nombreuses formes, dessin, peinture, musique, poème. Quel est ton médium préféré? Mon médium préféré... C'est une vaste question. Mais... C'est compliqué. Non, je pense que mon médium préféré, c'est la poésie, mais je travaille beaucoup plus avec la peinture et le dessin. Donc, à la base, je suis un dessinateur qui fait la peinture. Mais c'est pas une élection, c'est comme ça. Ça te vient au fur et à mesure de la création. Et pourquoi t'as choisi autant de disciplines pour t'exprimer, en fait? Et laquelle est venue en premier? C'est pas un choix, en fait. C'est une nécessité. Mais à l'intérieur de la nécessité, je peux pas faire un choix. Exactement. J'avais besoin de ça, j'avais besoin de la matérialité de la peinture, de la ligne. Même si parfois, je me base beaucoup plus dans la poésie, dans les cinémas pour être inspiré. Ok, donc c'est ça, ça devient selon ton inspiration et comment tu as envie de t'exprimer le jour où tu commences à créer, en fait. Ça peut t'arriver de créer, de peindre à la fois dans une même journée, de peindre, d'écrire de la poésie. Mais en fait, c'est comme ça. Normalement, tous les peintures que j'ai fait, ça commence avec de l'écriture. Ou ça commence avec une phrase que j'écoutais en boissant qu'il avait un problème avec sa femme ou ses fils. Ou qu'il est arrivé... il avait trop bu, il est arrivé en train de crier des choses comme ça. C'est ça qui m'inspire, parce qu'il y a quelque chose dans la catharsis de les personnes qui me parlent. Et c'est le point de départ de ton... Oui, c'est ça. Après, j'ai fait une codification de ça à travers de la peinture ou de la poésie. Est-ce que tu as un atelier? Donc, oui, il me semble... J'ai un atelier, j'ai un appartement atelier à Montreuil. C'est un grand appartement, j'ai de la chance avec ça. Et je peux travailler en différentes salles qu'il y a. Okay. Et j'habite avec
un artiste aussi. Et c'est à Montreuil, à Haute-Montreuil City, et c'est magnifique. On saura tout sur la ligne 11, la nouvelle ligne 11. Montreuil Hôpital. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de tes performances musicales en live? Parce qu'on en a un peu parlé en off. Oui, moi, je suis... toute ma vie, j'ai fait de la musique aussi. J'ai fait mon premier groupe de musique qui s'appelait NN Bajo Rendimiento. Je l'ai eu quand j'avais 15 ans. Et depuis ça, j'ai toujours été très en contact avec de la musique. Mais aujourd'hui, je suis du côté de la musique expérimentale électronique. Et dans les performances, j'ai fait une connexion avec, par exemple, la toile ou les papiers. J'ai fait une connexion à travers je prends les vibrations que ça donne quand je descends, je fais de la peinture, je transforme ça en un signal MIDI avec mon ordinateur et après j'ai pu moduler la signal avec des synthétiseurs. Donc je descends, je peindre, mais en même temps je fais de la musique, et après je commence à chanter, j'ajoute des choses. La musique suit ton fil en fait. La musique suit ton... J'en profite des vibrations que je provoque quand je fais la peinture ou quand je descends. Et j'ajoute ça à la musique que je suis en train de faire. J'ai hâte de voir ça. Tu nous diras quand est-ce qu'on pourra te voir. C'est pas mal. Pour nos auditeurs, je tiens à préciser que je suis tombée amoureuse des tableaux de Vicente à la première expo que j'ai vue. C'était au bar Le Pincho à Montreuil, qui rouvre à Vincennes, en face du château Fabrizio. On t'embrasse. J'ai été saisie par la puissance de ton trait, de tes couleurs et de la force de la composition. Ton art est très viscéral, avec une puissance d'évocation très forte. Ça m'a fait tout de suite penser, comme je te le disais, à l'œuvre de Basquiat, Francis Bacon ou Egon Schiele. Comment présentes-tu ton œuvre au grand public? Si tu devais les décrire à quelqu'un qui ne voit pas, et comme on est à la radio, autant faire l'exercice d'évocation jusqu'au bout. Comment tu présenterais ta peinture à quelqu'un qui ne voit pas? Ok, c'est compliqué. Non, à la base, je peux pas faire une photo à travers des microphones de ça que j'ai fait, mais je peux transmettre la sensation que j'ai quand je suis en train de faire. Et la nécessité que j'ai aussi, que je pense que ça c'est très, très esthétique aussi. Et moi, je l'ai fait pour une nécessité psychique, je pense. Et il y a des personnages en train d'avoir une catharsis, ça c'est sûr. Donc j'essaie de capter la déformation, la distorsion de son quotidien, comme on disait avant. Et j'essaie de codifier ça à travers de la peinture, le dessin, ou une phrase, ou n'importe quoi. En couleur. En couleur, bien sûr. De couleurs. Oui. Et j'allais y venir sur la ligne, en fait. Dans ton manifeste, tu parles de la ligne. Et en effet, on observe sur toutes tes peintures un trait marqué, une ligne qui semble ne jamais s'arrêter pour entourer tous les aplats de couleurs. Et c'est important parce que quand on a préparé cette émission, tu m'as parlé du fait que d'abord, tu étais un dessinateur. Et que d'abord, tu es connecté à ce trait. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que ça représente pour toi, cette ligne ? Ouais, en fait, ça, parce que j'ai fait une défense du dessin. J'adore le dessin. À la base, je suis un dessinateur qui fait de la peinture. Mais je pense que la ligne, c'est une façon de rattraper des forces de la psyché. Des animaux qui sont dans l'esprit humain. C'est une façon de pouvoir avoir un dialogue avec toi-même. Et de dompter la bête qui est voilà, avec cet endroit obscur que tu n'as pas l'accès normalement, mais la ligne, la trèche aussi, que c'est comme une ligne qui a explosé. Non? Tu peux établir un dialogue avec ces bêtes, d'un côté incontrôlable, on va dire. Les dompter, c'est tes pulsions en fait. Comment ? Tu domptes tes pulsions ? Oui. En quelque sorte. En quelque sorte, ouais. J'ai noté, parce que tu en as parlé dans ton dossier de presse. Ouais. Tu dis,
La ligne est la chose la plus importante pour moi parce qu'au fond, je suis un dessinateur qui peint, mais en même temps, je pense que la tâche est une ligne qui a explosé. C'est ma théorie de l'entrelacement psychique, poétique entre le dessin et la peinture. Les deux choses servent le même but, attraper les bêtes de l'esprit. La ligne et la tâche sont pour moi une sorte de code psychique avec laquelle on peut détecter et retenir les bêtes de la psyché pour pouvoir entrer en dialogue et faire un pacte avec elles. Oui, en fait, c'est ça. Il faut avoir la possibilité d'établir un vrai dialogue avec une partie de toi que normalement ça sort pas. Qu'en fait, notre psyché, elle est dessinée pour les cacher. Donc, le déni? Tu as une déformation, tu as la possibilité de distorsionner à travers de l'art et d'avoir une possibilité d'augmenter les possibilités de l'expérience de la réalité. Et moi, j'ai besoin de ça, de le faire. Et c'est ça que je vois dans les arts des autres aussi. Quand je t'avais demandé ce que tu avais voulu exprimer par ta peinture, tu m'avais répondu que ce qui comptait, c'était la réception de l'œuvre et ce que je voulais y voir moi. Je trouve que c'est important aussi de connaître le message du créateur. Tu m'as dit que tu créais pour attraper les bêtes de l'esprit. Qu'est-ce que tu veux dire ou montrer dans tes œuvres ou provoquer chez celui qui le regarde, en fait? Ouais, en fait. Oui, il y a plusieurs personnes qui disent que l'œuvre il est finalisée quand il y a quelqu'un qui la regarde. Mais moi, je ne parle pas dans ce sens esthétique. Moi, je crois pareil que les personnes, ils ont besoin des choses. Pas que des tableaux, pas que des artistes. Ils ont besoin de quelque chose dans la vie pour remplir quelque chose à l'intérieur. Ça peut être un trou noir ou un trou rouge. Ça dépend. Mais je pense que ça que je fais, c'est important. La unique importance qu'il y a, c'est que peut-être que quelqu'un va les regarder, il va pouvoir remplir pour 1 minute son trou noir. Et on aura une connexion, une vraie connexion. Même si ça dure 1 minute. Mais ça, c'est le top. Il y a plus que ça. Mais c'est vrai que quand tu regardes les œuvres, la peinture, c'est très dans l'immédiateté. Moi, encore une fois, je ne peux pas expliquer pourquoi tes tableaux m'ont touché au premier regard, parce que certainement que ça allait chercher dans les recoins les plus inexplorés de ma psyché. C'est un langage. C'est un langage, ouais. Mais c'est très difficile. C'est le langage de la catharsis. C'est très difficile à verbaliser, en fait. Ouais, mais c'est ça. Je pense que c'est à cause de ça, je dis que les tableaux, ça. Mais ça, je dis pas que c'est fini quand quelqu'un les regarde. Parce que je pense que les choses, ils sont jamais finies. Ils sont toujours sans se finir. C'est impossible de les finir. Mais je pense que ça prend en valeur quand quelqu'un dit « Oh, qu'est-ce qui s'est passé ici ?» Il y a quelque chose qui me parle. J'ai besoin de ça, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi. Que c'est la chose qui m'est arrivée à moi avec les artistes que j'aime bien, mais avec les personnes que j'ai besoin de parler, d'écouter. Je ne sais pas pourquoi je reviens perso, mais j'en ai besoin. Comment tu fais pour faire ta promotion tout seul? C'est-à-dire beaucoup les réseaux sociaux? Ça, c'est très compliqué. En fait, j'ai travaillé déjà avec plusieurs galeries et j'ai connu pas mal de personnes du milieu de l'art. Et j'ai eu de belles expériences, mais j'ai eu aussi de mauvaises expériences. Donc, j'ai décidé de faire tout ça toute seule. Mais je suis en train de... C'est très compliqué aujourd'hui pour les faire, mais oui, c'était toujours à travers les médias, les réseaux sociaux, les amis, et des personnes que je connais aussi, qui sont intéressées à ça. Mais à ce moment-là, c'est surtout sur les réseaux sociaux et les opportunités que la technologie nous donne. Je viendrai à une autre question sur l'IA. Mais en attendant, ouais, tu peux pas ne pas parler de l'IA aujourd'hui. Et en attendant, on marque une première pause musicale avec le premier morceau que tu as choisi, Vicente, et ça s'appelle Laurie Anderson, From the Air. Radio Ems, l'essentiel de la musique.
Captain. We are about to attempt a crash landing. Please extinguish all cigarettes. Place your tray tables in their upright lock position. Your captain says, put your head on your knees. Captain says, put your head in your hands. Captain says, put your hands on your head, put your hands on your hips. This is your captain. We are going down. We are all going down together. And I said, uh-oh, this is gonna be someday. Stand by. This is the time. And this is the record of the time. This is the time. And this is the record of the time. Again. You know, I've got this funny feeling I've seen this all before. Why? 'Cause I'm a caveman. Why? 'Cause I've got eyes in the back of my head. Why? It's the heat. Stand by. This is the time. And this is the record of the time. This is the time. And this is the record of the time. There is no pilot. You are not alone. Stand by. This is the time. And this is the record of the time. This is the time. And this is the record of the time. Je découvre Laurie Anderson, Vicente. Pourquoi ce titre parmi les 25 000 que tu voulais me donner? Oui, c'est compliqué parce que la musique, pour moi, c'est très important. Laurie Anderson, d'abord, je suis tombé amoureuse de Laurie Anderson quand j'étais plus petite. Mais ce titre, c'est parce que, surtout les textes, ils parlent d'un avion qui va s'écraser. Et donc, le capitaine, il parle à tout le monde, il dit, mais écoute, on va s'écraser. Donc, il faut faire ça, il faut prendre la position correcte pour mourir, c'est ça. Et le capitaine dit, donc, la première chose qu'on va faire, c'est ça, et tout le monde le fait. La deuxième chose qu'on va faire, c'est ça, et tout le monde le fait. Un train que tout le monde est en train de tomber. De tomber, pour mourir, de casser. Mais tout le monde fait ça que le capitaine dit. Et pour moi, c'est une métaphore de la vie, de la réalité, du monde, quoi.
Tu suis ton bonhomme de chemin et tu te poses pas de questions. Comment? Tu Ouais. suis ton truc. Même si tu es en train de t'écraser, tu suis le capitaine qui te dit que faire. Ça, c'est assez clair, en fait. Ok, je vais encore la réécouter, mais bon, en même temps, j'ai une phobie de l'avion, donc Oui, je suis pas sûre. the captain say, elle dit, et après, il y a un moment du texte qui dit, this is the time, and this is the record of the time. Ça veut dire, ça, c'est les moments, et voici l'enregistrement de le moment. Donc, c'est la vie et l'enregistrement de la vie. En même temps que tu fais tout ça, que le capitaine dit, non, moi, j'adore Laurie Anderson, c'est magnifique. Ok, je vais la réécouter. On passe à la deuxième partie de notre interview avec les origines. Alors, c'est toujours ce fameux instant zéro de la vocation, Vicente. Dans tes influences, tu parles du néo-expressionnisme allemand, de l'art brut, des BD argentines et uruguayennes, surtout entre les années 60 et 90. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces influences? Ouais, mais je dois dire qu'avant de tout ça, avant de les artistes, avant de le concept d'art, et du concept de peinture, de dessin, ou de l'esthétique, il y a toujours les personnes qui me sont inspirées, des personnages que j'ai connus quand j'étais petite, et je me rappelle la façon de faire, l'énergie que j'ai ressentie quand j'étais proche à eux. Après, la première solution que j'ai trouvée, c'est de dessiner quand j'étais très très petite, je me rappelle. Quel âge? C'est compliqué, je me rappelle pas, mais j'étais très très petite. C'était ma question sur justement, est-ce que tu as une figure tutélaire comme ça, une figure d'inspiration dans ta famille? Qu'est-ce qu'ils faisaient tes parents, les grands-parents? Ça vient d'où, hein? Mais toute ma famille m'inspire d'une façon différente. Ma mère, il était une chanteuse quand elle était plus petite, mais après il a perdu sa voix. Mon père, il fait pas de l'art, mais il fait de l'art à son façon, à sa manière. C'est un gypsy man. Mm-hmm. Et mon frère, c'est un poète, un guitariste, et ma sœur, c'est une actrice magnifique. Et après, j'ai dû faire un plus, qu'ils sont beaucoup, beaucoup plus petites, mais ils sont les deux artistes aussi, à sa façon, à sa manière. Mm-hmm. Et après, tu m'avais demandé... Je t'ai demandé sur les origines et du coup, à quel âge tu as commencé à dessiner? Tu dis Non, mais petit. ça, c'est très compliqué parce que j'étais vraiment très petite. C'est mon père qui m'a dit une fois, toi, tu faisais l'aîné comme des animaux. Et moi, j'étais dit, non, c'est comme ça. Et moi, j'ai un souvenir de ça. Qui t'apprend à dessiner? Non, il m'apprend à faire l'aîné les personnes. D'accord. Mais moi, après, si je dois te parler d'un artiste, je dois te parler l'artiste le plus important pour moi, c'est Alberto Breccia. C'est un dessinateur fabuleux. Argentin? En fait, tout le monde dit que c'est argentin. J'aimerais bien que lui soit argentin, mais c'est pas vrai. C'est uruguayen. Ok. Lui, il est né en Uruguay. Il fait des bandes dessinées. Mais c'est incroyable. C'est la première personne qui m'a vraiment Marqué. créé un problème dans la tête. Ouais. Créer un problème dans la tête. Tous les artistes. J'essaye de le solutionner encore. Bah, c'est ton premier déclic. Mais tout le monde dit que lui, il est argentin parce que lui, il travaillait comme un matarifé. Tu sais qu'est-ce que c'est un matarifé? C'est une personne qui a le travail d'assassiner les animaux pour les manger. Ouais. Oh. Donc, il faisait ça en Uruguay, mais après, il est parti en Argentine, il continue à faire ça. Et quand il avait 45 ans, il a montré les bandes dessinées qu'il faisait à son fils. Je ne me rappelle pas à qui, un ami. Et ça a commencé. Et toi, tu les connais depuis tout petit, ces bandes dessinées? Ouais, j'ai eu de la chance de connaître des personnes magiques. Comme je te l'ai dit, c'était la première influence que j'ai eue. C'était, si c'est pas Laurie Anderson, par exemple, c'est un ami qui est mort déjà à cause d'une maladie et de beaucoup de problèmes d'addiction et beaucoup de choses. Et c'est avec lui qu'on écoutait Laurie Anderson. C'est pour ça aussi que j'ai choisi ce morceau. Et Dario, si tu m'écoutes, c'est pour toi. Il s'appelait comment? Dario. Dario.
Ouais. Si tu nous écoutes, Daléo. Ouais. Et après, j'ai eu beaucoup de chance. Mais surtout, c'est ça mon école. J'ai fait beaucoup d'attention à les signaux que les personnes y me donnent parce que ça m'a changé la vie toujours d'écouter les personnes. Surtout les personnes qui elles ressemblent être étranges et dangereuses peut-être aussi. Des personnes avec une santé psychique fragile. Oui, avec beaucoup de problèmes, mais tout le monde a des problèmes. C'est juste qu'il y a des personnes qui arrivent à se débrouiller un peu mieux. Là. Elle est canalisée. Oui, ils sont plus équilibrés. Sa pathologie, ça les permet de ressembler. Comment se dit bon, j'ai perdu les mots, mais il les permet de faire une vie que ça ressemble normal, non? Ouais, ouais. D'être un masque. Tu portes un masque. D'être fonctionnel, ouais, c'est ça. Les masques. Tu es ça, un j'aime bien les artiste masques. Cosmopolite. Bah ouais, on parle de masques, tu vois. Ouais. Tu es issu d'une double culture argentine et italienne, mais presque une triple culture. Oui, parce que ma mère, c'est chilien. Chilien aussi. Ouais. Tu résides à Montreuil et tu parles plusieurs langues couramment. Ouais. Comment tu penses que ça influe sur ta création et est-ce que c'est enrichissant ou c'est confusant de non, faire c'est enrichissant. C'est difficile parce que ton cerveau, il fait beaucoup de travail en même temps. Chaque fois que tu vas parler, tu passes pour toutes les langues. Et quand tu es fatigué, tu commences à mélanger tout ça. Mais moi, je trouve ça très joli. Mais la première question, j'ai pas écouté, désolé. Justement, en fait, comment ça influence ta création? Est-ce que tu t'inspires? Les langues que j'ai parlé, la poésie, la culturalité. La poésie, t'écris en quoi? Ah non, mais ça... T'écris en français? Mais oui, j'ai de la chance. Ma mère, le Chili, par exemple, c'est un pays des poètes. En fait, moi, je suis un élève de Nicanor Parra. Oui, énorme poète. L'antipoète, c'est lui qui a créé l'antipoésie. Et pour moi, publié chez Point. C'est lui la deuxième personne qui m'a créé un problème dans la tête, Nicanor Parra. Et après, il y a Vicente Huidobro. Après, en Argentine, bon, aussi, on laisse tomber. Il y a pas mal de poètes, mais là partout. Donc, la multiculturalité, pour moi, c'est la culture. J'ai cette réflexion-là avec les poètes haïtiens. Comment? Les poètes haïtiens. Et Haïti, c'est au cœur de plein de cultures. Okay. Et en Haïti, ça, je connais pas, tu vois. Et en Haïti, il y a énormément de poètes. Et je me dis que justement, les poètes naissent. Haïti, c'est une première île à se rebeller de l'esclavage. Et je me dis, voilà, il y a forcément de ça quand c'est multiculturel. Mais oui, Mexique aussi. Moi, j'ai pas de Mexicains dans la famille, mais Mexique, c'est un truc de fou pour la poésie. L'Europe, on laisse tomber, c'est plein de poètes aussi, mais c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Mais moi, j'ai la chance de les connaître. Pas tous, parce que heureusement, je les connais pas tous. J'ai toujours la possibilité de découvrir quelque chose de nouveau. Mais je sais pas, j'ai de la chance. C'est la unique chose que je peux dire à cause de la multiculturalité et tout ça. Et quel est le pays qui t'inspire le plus? Est-ce qu'il y a des moments où tu es très inspiré par la France ou par les rencontres que tu fais? Est-ce que tu as des réminiscences? L'Argentine, mon pays. Ouais. Oui, parce mon pays, c'est Paris. Et là, c'est l'Argentine. Oui, mais je suis pas trop fermé à cause de ça, au contraire. Mais si tu me parles d'inspiration, j'étais un enfant en Argentine. J'ai grandi en Argentine, j'ai eu mes premières désillusions, tous les traumas que j'ai d'enfance, ils sont passés en Argentine, donc c'est impossible. Je lisais un papier tout à l'heure, je sais pas, il y a une étude qui est sortie qui dit que les chansons qui te marquent le plus, ce sont celles que tu écoutes à l'adolescence, genre vers 13-14 ans. Et je pense que tous ces souvenirs, moi je sais que la chanson qui m'a le plus marqué, c'est Led Zeppelin Wall of Love, et j'avais 12 ans et demi, et je vois mon frangin et mon père écouter ça pendant qu'ils bidouillaient sur l'ordi. Et il y a ce truc-là, et je pense que l'enfance et l'adolescence, si tu les as passés en effet en Argentine, c'est là où ta personnalité se crée, en fait, où ton énergie se crée. Oui, mais c'est vrai que j'ai eu de la chance de connaître des personnes, encore je dois le dire, parce que c'est la vérité, qui me sont montré beaucoup d'informations. J'étais un enfant vraiment, mais il m'a montré, je ne sais pas pourquoi cette personne plus grande que moi,
Il s'approchait à moi, il me disait écoute, écoute, écoute. Même si j'avais peur parce que je ne les comprenais pas, ils en étaient beaucoup plus grands. Mais il me montrait des trucs, je sais pas, j'avais 16 ans quand j'ai connu Leonard Cohen, Laurie Anderson. Et ça m'a fait exploser la tête. Mais après, j'ai compris que j'ai eu beaucoup de chance à cause de ça. Donc, même si je suis argentin, et j'adore le folklore argentin. En fait, la 12e chanson, c'est un folklore argentin. Ok. Et j'écoutais assez de musique internationale aussi à ce moment-là. Et en fait, pour les Argentins, j'étais pas bon. J'écoutais toujours de tout, beaucoup de musique argentine, que c'est un truc basique pour moi, mais aussi tout le temps de ma vie, j'ai écouté des musiques internationales aussi. Eh bien, justement, on va passer à l'identité du créateur. On passera à ton deuxième morceau plus tard. C'est quoi être créateur, artiste, ou c'est définir comme tel par rapport aux autres? Alors, comme tu parlais des rencontres et des musiques qui te font vriller la tête, je commence par la question un peu cliché, mais un artiste est-il forcément anticonformiste, un peu fou, un peu complètement barré? Oui, je pense qu'un artiste... Attends, j'ai pas dit oui à tout ça. Oui, non, je suis complètement il faut fou. faire attention quand tu parles devant un microphone. Franck, Non, tout est enregistré. C'est enregistré là. Je vais dire oui. Je te dis à quoi j'ai dit oui. J'ai dit oui à qu'un artiste, à mon avis, on a l'obligation d'être pas conformiste, ouais. De chercher la déformation, la distorsion, même si tout va bien, si on est tranquille. Parce que c'est pas ça, c'est pas dans la tranquillité que tu crées la oui, création. Mais après, elle vient de... Oui, mais du après, désordre. on travaille dans les symboliques des choses, on travaille pas dans les... Il y a des personnes déjà qui connaissent beaucoup mieux les autres choses. On travaille avec des symboles, on travaille avec ces genres de nécessités plus symboliques, plus esthétiques, plus... qu'à la fin, ils sont... Je sais pas, ils sont... des archétypes, comme disons, mais c'est ça qu'il veut dire, c'est que c'est une force de la psyché. Donc, c'est ça notre travail dans les symboliques. Je pense qu'on a, pour travailler dans ces darklands, que c'est les symboliques, il faut être un peu dark soi-même. Toujours en train de bouger, parce que si tout est codifié, si tu bouges pas, tu vas te codifier. Si tout est codifié, tu vas être détectable. Et je dis pas que ça arrive pas à les artistes. Ça arrive beaucoup. Quoi, figé? D'être visible. Oui, parce que c'est bien, ça va. Parfois, c'est bien de rester dans un endroit et pas bouger, parce que ça marche. Mais je pense qu'on a l'obligation de continuer. Ouais, parce que tu as plein d'artistes qui se... Parce que c'est une action... Ils veulent pas prendre de risques. Oui, parce que c'est comme la musique. Il a une mélodie. Tu peux pas arrêter la mélodie. Voilà. Est-ce que tu penses qu'il y a une sensibilité particulière, justement, ou une hypersensibilité de l'artiste au monde qui l'entoure, évidemment? Non, je pense pas. En plus, alors... Oui, bien sûr que les artistes, ils ont une sensibilité, mais je connais beaucoup de personnes qui ne font pas de l'art. Ils font pas de la peinture, ils font pas de dessin, ils font pas de musique, mais ils font de l'art. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'artistes qui font pas de l'art que des artistes qui font de l'art. Ah, mais qu'est-ce qu'on définit comme art? Non, ça, c'est un mode... Et ça existe dans la culture européenne, mais ça n'existe pas dans des autres cultures. L'art? Ouais. Artiste. Ouais. Il y avait pas mal de questions Je dans pense mes pas premiers qu'on numéros est sur artiste, artisan. Créateur, c'est un peu plus... Mais quand tu parles de créateur, tu parles de... Moi, j'ai vu des personnes qu'il y a un problème dans la ville. Il n'y a pas une solution facile, et lui, il va créer une solution. Et ça va aider beaucoup, beaucoup plus de personnes qu'un artiste. Que Bad Bunny, je sais pas. Ou n'importe qui. Mais c'est pas un concept fixe, c'est ça que je veux dire. C'est une danse. On est en train de danser avec quelqu'un qu'on connaît pas. Et c'est compliqué, mais... Ok. À ton avis,
Est-ce qu'il y a un génie créateur ou alors est-ce qu'il faut bosser ou est-ce qu'il faut travailler? Non, on est des maçons. Oui. On est des artisans, en fait. C'est ça, le clivage entre artiste et artisan. On fait des murs. Tous les jours, c'est Leonard Cohen qui disait ça. Qui ça? Leonard Cohen. Ah ouais, ok. Il disait ça, on est des ouvrières, des maçons. Tu fais ta petite brique. On fait les murs, pas à pas, et si ça tombe, il faut recommencer. Mais remets sans cesse la différence qu'il y a des personnes qui n'ont pas la patience quand les murs ils tombent. Et parfois, peut-être, moi, dans ces cas, j'ai plus de patience. Moi, je vois mon mur tomber tous les jours, plus de 20 fois par jour. Mais je pense que c'est ça, déjà, la chose qui me plaît plus que les murs finis. Ça t'arrive de détruire les toiles? Ça t'arrive de ne pas être content d'un truc que tu as fait? Ah non, pas être content, toujours. Ouais, ça, ouais. De détruire, non, parce qu'ils sont très chers à ce moment-là. Mais je les réutilise après, et je fais le recyclage. Mais tu peux refaire le recyclage de matériel. Oui, mais je pense qu'on n'arrive jamais, en fait. C'est juste que parfois, tu as une nécessité, et cette nécessité, tu arrives à les calmer un peu, et tu dis, OK, je vais m'arrêter ici. Mais la même toile, je les regarde 2 ans après, et je dis, putain, pourquoi j'ai fait ça? C'est n'importe quoi. Parce que c'était sur le moment. Parce que c'est moi qui. C'est la nécessité, c'est ça. C'est à l'intérieur de nous, ouais. C'est pas la toile. La toile, elle libère une énergie, mais quand tu changes un peu, cette énergie, c'est pas assez déjà. Donc il faut. Même si tu as un artiste, un peintre avec qu'une toile pour toute la vie, tu vas voir combien de fois il va retravailler sur cette toile-là. Toute la vie. C'est infini. Ouais. Ça va pas arriver le moment qu'il va dire, je vais pas les toucher. Parce que c'est parfait comme ça. Non, parce que la perfection, c'est une danse. Si ça n'existe pas, mais ça bouge. Tu as besoin de différentes choses à différents moments de ta vie. Oui, mais pour être un artiste, il faut quand même finir. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il faut que tu le laisses voir. Borges, il disait, je l'ai fini parce que je vais publier ça que j'ai fait parce que sinon, je vais finir jamais. Jamais. Mais oui, mais c'est ça. Mais il n'y a pas... Parce que les trous noirs, il a pas de fond. Justement, en fait, si tu finis pas, tu vends jamais ta toile. Et ma question, c'était comment on vit de son art, comment on fixe son prix. Et tu parlais tout à l'heure des galeristes. Voilà. Est-ce que tu as eu des curateurs? Est-ce que tu as déjà travaillé avec des galeristes? Tu en as un peu répondu. Et aussi, est-ce que tu travailles beaucoup avec des commandes? Oui. Alors, pour les prix, c'est toujours un problème. Ça, tous les peintres, ils connaissent ça. Mais moi, dans mon cas, que je travaille toute seule, ça fait longtemps, et j'ai beaucoup de commandes. Ouais. En fait, les gens te disent, je voudrais un tableau pour ci, pour ça, pour tel endroit. Normalement pas. Non, même les tatouages, parce que parfois je fais des tatouages. Je fais pas des tatouages qui sont pas tatouages d'auteur. Hein? Parce que tout ça que j'ai fait, je l'ai fait pour continuer avec une recherche, ouais. Un besoin. On revient à ça, c'est ça. Oui, mais quand tu tatoues quelqu'un, il te demande. Non, je ne fais pas des messies et ce genre de trucs. Okay. non, même avec les tatouages, parce que j'ai besoin de continuer avec un truc que je suis dedans, je suis engagé déjà. Donc, ça m'est arrivé parfois à un ami de faire une chose qu'il m'a demandé, mais. Sinon, c'est rare. Non, mais moi, je ne le fais pas. Je pense que. J'ai une autre besoin. Et alors, comment tu fixes tes prix? Ça dépend de la situation. Ça dépend du client. C'est à la tête du client, ça en fait. Tu es en train de me dire que c'est à la tête du client. Moi, je regarde mon compte bancaire et s'il n'y a rien. Bon, alors là, en fait, je suis à moins 3000. Donc, à 3005. Hein, au bas mot. Désolé, je veux être plus solemne. Non, mais c'est bien parce que je pense que la toile, c'est la valeur que la personne est prête à mettre aussi. Il y a un prix, mais c'est vrai que moi, les mêmes discours dans la même personne, c'est jamais. J'ai parlé avec quelqu'un, il m'a dit c'est quel est le prix pour ce tableau? Ah non, ce tableau, le temps que tu as mis, 10 000 euros. Mais après, c'est vrai qu'il y a des situations que je me trouve, je dis. Si la personne veut vraiment tu me donnes 1500, tu me donnes 2000. Non, mais ça dépend. Moi, dernièrement, je ne vends pas mes tableaux. Si tu ne me donnes pas l'argent que je demande, je ne te le vends pas. Mais j'ai passé déjà
des situations avec des galeristes aussi que j'ai fait un cadeau avec ça que j'ai donné. Et après, j'ai vu publier mon tableau à... Ouais, alors ça, c'est les 3 fois plus. Parce que justement, les galeristes, il y a beaucoup de spéculation. Donc, en fait, tu te rends compte que t'es sympa. Non, moi, je pense pas tous, mais... Tu peux faire des prix sur quelqu'un que tu aimes beaucoup, qui peut te payer en plusieurs fois. Non, oui, ça, mais ça toujours, ça nous arrive toujours. Mais il y a une façon technique, mathématique d'avoir une idée de la base du prix. Okay. Mais après, ça dépend beaucoup de toi, de comment tu travailles, de la poésie que tu penses que tu as mis dans les tableaux que tu es en train de faire. Eh ben, écoute, c'est le bon moment pour choisir, pour écouter le deuxième titre. Je vais te laisser le prononcer. Parce que là, Ok. Atahualpa Yupanqui. Non, oui, c'est Atahualpa Yupanqui, guitarra, dímelo tú. Si. Radio Ems. C'est ma radio préférée. Le pregunto al mundo, el mundo me ha de engañar. Cada cual cree que no cambia y que cambian los demás. Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz, porque la noche es tan larga. Guitarra, dímelo tú. Los hombres son dioses muertos de un tiempo ya derrumbado, ni sus sueños se salvaron, solo su sombra ha quedado. Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz, porque la noche es tan larga. Guitarra, dímelo tú. Se vuelve cruda mentira lo que fue tierna verdad, y hasta la tierra fecunda se convierte en arenal. Y yo le pregunto al mundo y al mundo me ha de engañar. Cada cual cree que no cambia y que cambian los demás. Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz, porque la noche es tan larga. Guitarra, dímelo tú, porque la noche es tan larga. Guitarra, dímelo tú. On avait Vicente qui chantait merveilleusement bien sur sur le chanteur. Atahualpa. Pourquoi ce titre? Pourquoi ce titre? Parce que c'est impossible de choisir une autre. Atahualpa Yupanqui, pour nous, pour moi, c'est... Je sais pas, je pense que le langage... La langue espagnole, c'est fait pour que lui fait des chansons comme ça qu'il a fait... En fait, pour moi, lui et Violeta Parra, il n'y a pas plus de ça. On ne peut pas aller plus loin de ça qu'ils ont fait. Mais après, si tu me parles si tu me demandes plus de précision à cause des titres, moi, je dois te dire, les textes, il
il parle de la nuit. Il parle de pourquoi il demande à sa guitare, en fait, pourquoi la nuit c'est assez longue. Et il cherche de la lumière à la nuit, mais il ne trouve pas la lumière. Et il demande à sa guitare pourquoi la nuit c'est assez long. Je ne peux pas trouver cette lumière. Il parle de la civilisation humaine, il parle de tout ça. En fait, il parle de... Si le problème c'est... C'est compliqué de parler de ces morceaux parce que c'est absolument abarcatif, tu vois. Mais moi, je l'écoute souvent à la nuit. Ouais, parce que ça te donne une énergie, c'est l'énergie nocturne. Oui, mais après, ça part de la civilisation humaine et ça part de beaucoup de choses de nous que je sais pas comment l'expliquer. C'est compliqué. Il faut réécouter, il faut être argentin aussi. Non, tu peux faire une traduction, c'est pas compliqué. Ok. Eh ben, il est temps de clore ce 8e rendez-vous par la séquence du questionnaire de Proust. Le bâton de pluie de Lazarus Man, de Terry Callier, mon préféré ever. On commence par dors-tu beaucoup? Non. Ça m'aurait étonné. Pour une fois, j'ai enfin un invité. J'ai enfin un invité qui ne dort pas et qui travaille la nuit. Mais heureusement, je ne dors pas beaucoup. J'ai fait une petite sieste parfois, comme aujourd'hui, avant de venir. Je voulais être pas fatigué. Est-ce que tu crées plus le jour ou la nuit? La nuit. Ouais, génial. C'est mon invité parfait. Ça fait cette émission que les gens mes chers invités, moi j'essaie d'écrire pendant la journée, je l'ai fait, mais la nuit c'est différent. Il y a quelque chose qui sort que tu contrôles pas, que parfois ça te met en danger, mais si tu es dans l'endroit correct, ça va marcher bien. Ouais, il faut faire gaffe avec qui t'es et où tu es, surtout à Montreuil. Un petit aparté. Ouais, si tu habites à Montreuil, c'est plus compliqué. Et si tu habites à Oud Montreuil City, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Ton rêve récurrent? Ok. Ok. Je suis derrière mes frères, dans la campagne. J'essaie de les suivre, mais ils sont en train de courir très très vite. Il y a une rivière loin de nous, mais moi je n'arrive pas à les rattraper. Et la rivière, il est toujours plus loin, et je me réveille. Et ça veut dire quoi ça? Je sais pas, mais moi, la unique chose que je sais, c'est que moi, mon conscience, mon tête, il est à 42 ans comme moi, mais mon physique, mon corps, c'est le physique d'un enfant, ouais. Et ça, je peux pas. Ça m'arrive tous les 3 nuits, une chose comme ça. C'est terrible. Ouais, oui, ça fait un peu peur, mais c'est joli aussi. C'est un peu ton pire cauchemar ou t'en as un autre? Non, j'ai une autre. Je suis dans un parc très beau, avec des enfants, avec des animaux, des familles, mais il y a une porte. Mais derrière cette porte, c'est tout noir. Et il y a comme des monstres? Des matières, oui, il y a une sorte de matière. Et moi, je ne peux pas non me rapprocher de ces portes. Et à un moment, je sais que je dois traverser ces portes, même si je ne veux pas, parce que je dois laisser derrière les parcs. Et je le fais. Et quand je rentre dans l'obscurité, il y a un animal. Non, oui, il y a. En fait, c'est comme un animal, je ne sais pas quel, que ça se transforme dans une personne à côté de moi, et moi, je me réveille. Ok. Et ça, c'est un vrai cauchemar. Waouh. Et moi, je l'ai fait souvent aussi. Et tu l'as mis en peinture? Non, pas encore. C'est compliqué. Moi, je l'ai mis dans toutes mes peintures, mais pas littéralement. Ça, c'est trop. Est-ce que tu as le souvenir d'une très grande insomnie? Un jour où tu t'es vraiment pas couché? Oui. Mais plusieurs? Ça, c'est la triste. On ne saura pas pourquoi. Oui, mais j'ai eu pas plusieurs fois, ouais. Est-ce que la nuit porte conseil? Ouais. Oui, absolument. Ça apporte les deux choses. Ça apporte la faim et ça apporte des conseils aussi. Il faut écouter les personnes correctes. Ouais, les personnes que tu rencontres la nuit, en fait. Oui, mais parfois, la nuit te fait sortir un côté de toi que c'est un masque à toi, mais c'est pas ta masque. C'est pas la masque que toi choisis. C'est
un autre masque qui fonctionne autour d'une autre chose. Et tu peux pas le contrôler. Et ça, c'est dangereux. Ouais. Et moi, je connais ça. Comment est-ce que tu résistes au sommeil, à tes carburants? Mon carburant. Illicite ou licite, bien sûr. Oui, j'ai fait toutes les choses qu'on ne doit pas faire, mais aujourd'hui, c'est les matés argentins. Ouais. Excellent pour la santé. Ah oui. On va doper les ventes de maté ce soir. Antioxydante. Est-ce que tu lis la nuit? Et si oui, quoi? Oui, je lis la nuit. Et à ces moments, tu dis, normalement. À ces moments, je suis en train de finir un livre de Roberto Bolaño, que c'est un écrivain chilien. Et, qui est mort récemment, je crois. Et ça fait un moment déjà, mais oui, ça fait pas trop longtemps. Mais moi, je lis 2 ou 3 livres en même temps, en fait, et beaucoup de poésie. Je peux pas m'arrêter. Je prends toujours les mêmes livres, en fait. Mais après, beaucoup de philo et d'informations en général aussi. J'adore d'être informé et tout ça. Internet, enfin... Biologie, j'aime bien la biologie moléculaire. Oh là. Un artiste qui aime la biologie. Le mot de la nuit, MOT. Les mots? Le mot de la nuit, ouais. Les mots de la nuit. Un seul mot pour qui toi fait penser à la nuit. Possibilité. Nécessité, j'aurais dit. Oui, aussi, mais ça, c'est plutôt moi. La nuit, c'est la possibilité de remplir sa nécessité, peut-être. Oh, c'est magnifique. Les mots de la nuit, MAUX. Comment, pardon? Les mots de la nuit, MAUX. Tout ce que le pire chose de la nuit. Ah, ok, les mal de la nuit. Ouais, le mal de la nuit et les mots pluriels. Ouais. Pardon. Les mal de la nuit. C'est nous-mêmes, peut-être. Parfois. Si on ne fait pas trop attention. D'accord. La musique de la nuit? Leonard Cohen ou Atahualpa Yupanqui. Ok. C'est quoi ta Madeleine de Proust à toi? Puisque c'est le questionnaire de Proust. Ah oui, la Madeleine, ça c'est connu en France. Ouais, c'est très très français. On aime la bouffe. Alors, la Madeleine. Je ne sais pas si ça compte comme Madeleine, mais moi, ma mère, la dernière fois que je suis allé en Argentine, moi j'ai découvert qu'il avait un manteau très long de mon grand-père. On n'a pas parlé de mon grand-père, mais c'était un communiste, après anarchiste. Et lui utilisait ce manteau. J'ai trouvé ça dans la maison de ma mère. J'ai dit, c'est quoi ça? Il m'a raconté. Il m'a dit, non, ça, c'est ton grand-père. Alors, je prends ça. Et moi, quand je me promène la nuit pour montrer parfois, je l'utilise toujours. Tu portes ce manteau? Ouais, par ce soir. Parce que c'est pas assez froid. Non, il fait pas assez froid. Il nous reste encore un peu de temps. Parce que je voulais te poser la question sur de l'IA, qui est très, très, très à la mode en ce moment. Donc, ton rapport d'artiste à l'IA. Oui, on a parlé un peu de ça pendant que le 12e morceau de musique il est en train de rouler. Et moi, il y a beaucoup d'artistes qui sont vraiment étonnés, inquiets à cause de l'IA. Je les ai écoutés aussi dire c'est fini pour nous, c'est fini pour... Mais moi, je ne comprends pas ça parce que, à mon avis, les artistes, on fait les choses, on agit pour nécessité. Et ça veut dire qu'on agit pour notre trou noir, notre traumatisme psychologique. On va dire. Et on ne va jamais traumatiser l'IA. L'IA, tu ne peux pas les traumatiser. Donc, ce n'est pas un risque pour nous. Il faut être tranquille. Ouais, voilà. C'est pas grave. À ton avis, qu'est-ce que l'on cherche quand on crée? Parce qu'on n'a pas parlé c'était dans la partie d'identité du créateur. Est-ce qu'on cherche le succès, l'éternité, se réparer? Non, la paix, je pense. Ouais, c'est-à-dire que si tu crées pas, t'es pas en paix. Avec nous-mêmes. Et après, je pense aussi que quand parfois on la trouve, on peut changer, évidemment. On a besoin aussi de la tempête après. Donc je pense que c'est pour créer des mouvements, pour pas être... pour pouvoir se convertir, se transformer, se déformer, et revenir après ta forme aussi, et continuer à jouer comme ça. Je pense que on a besoin de jouer, toujours, de perpétuer les jeux, d'une façon ou d'une autre. Et qu'est-ce que t'apporte la création au quotidien? J'imagine qu'il y a quelque chose de méditation, de transcendance, c'est un truc. Ah, la méditation, j'adore la méditation. Mais quand tu peins, tu penses que... Non, à ton avis, c'est... Je fais des méditations, like un vampiro bouddhiste, mais
Mais oui, quand tu fais la peinture, on te crie, tout ça, il y a... Non, j'ai pu passer 10 heures sans manger, sans aller aux toilettes. Mais je change. Je ne suis pas un être humain, je suis une autre créature. Mais oui, c'est ça. Il y a quelque chose qui vraiment, ça change. C'est une méditation. Mais... Moi, je dirais, je comparerais ça au génie artistique. Comment ? C'est le génie qui te prend, en fait. Le génie au sens de mauvais génie ou bon génie, mais il y a quelque chose de ça. Je sais pas s'il y a des personnes dans la rue qui sont en train de travailler avec une super machine qui fait beaucoup de bruit. Peut-être qu'ils sont dans les mêmes situations. Je sais pas ça. Je pense que oui. J'adore de penser que oui. Qu'on n'est pas assez spéciaux, nous. Eh ben, sur ces très, très belles paroles, on va se quitter. Merci, amis auditrices et auditeurs, de nous avoir suivis dans cette aventure entre chien et loup. Merci à mon invité Vicente d'avoir accepté de partager un peu de son intimité. Merci à toi de m'avoir invité. C'était magnifique. Merci aux magiciens des manettes de Radio Ems, Franck en régie, sans qui cette émission ne saurait voir le jour ni la nuit. On se retrouve le mois prochain autour d'autres personnalités tout aussi inspirantes. En vous souhaitant une douce nuit, on se quitte avec Pom Pom. Ouais. C'est un peu serré. J'ai l'esprit tout bleu. Je veux pas que là je me rende amer. J'ai promis la mer à ma mère. Je promets pas la lune à tes yeux. Tu sais, le temps fait bien les choses. Je pense même plus à lui. T'es si beau avant. Tu me dégoûtes aujourd'hui. Ce qu'on fait les uns pour les autres, c'est jamais acquis. Tu sais ce qu'on dit des bien malaki. En moi, mon love, je le donne à qui. Au matin, je fume le popo. Ma joue calée sur son pom-pom. Au matin, je fume le popo. Ma joue calée sur son pom-pom. M'arrête pas mon amour, s'il te plaît. Mais me lâche pas mon amour. M'arrête pas mon amour, s'il te plaît. M'arrête pas mon amour, s'il te plaît. Mais me lâche pas mon amour. M'arrête pas mon amour, s'il te plaît. Peut-être qu'on est tous des enfants perdus. Des potions bizarres plein l'estomac. Perds plus ton temps, n'en écoute pas, c'est tout. Car ils connaissent même pas ton histoire. Que ça parle. Bien. Ma vie, elle compte pas plus qu'une autre. Sur ma vie que je vis pas pour un autre. Non. Je crois que je suis faite pour la monnaie. Souvent cette vie, elle me fait mal. Ah ouais, mais je crois que je suis faite pour la maille. Au matin, je fume le popo. Ma joue calée sur son pom-pom. Au matin, je fume le popo. Ma joue calée sur son pom-pom. M'arrête pas mon amour, s'il te plaît. Mais me lâche pas mon amour. M'arrête pas mon amour, s'il te plaît. M'arrête pas mon amour, s'il te plaît. Mais me lâche pas mon amour. M'arrête pas mon amour, s'il te plaît. Au matin, je fume le popo. Ma joue calée sur son pom-pom. Au matin, je fume le popo. Ma joue calée sur son pom-pom. Radio M. Would you like me to produce you? 1, 2. 1, 2. That's the way I love.